بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Dans cette vidéo, je vais commencer une série de vidéos sur le format pour une formation Arduino. D'accord? Donc, on va commencer par des généralités sur les systèmes programmables. Donc, nous avons toujours pour n'importe quel calculateur, il a pour entrée un signal ou là, des informations issues à partir des capteurs et la sortie, ça sera pour des actionneurs. Pour un calculateur, ça peut être un potentiomètre, un capteur de température, un capteur inductif, capteur AIFEOL, des capteurs piézoélectriques ou bien piézorésistifs, des sondes lambda, etc. Et comme sortie de cet calculateur, on peut trouver les relais, des électrovannes, moteurs électriques, moteurs pas à pas et injecteurs, plus des bobines d'allumage ou bien témoins diagonales. Voici une comparaison en machine. Donc, nous avons toujours l'entrée, c'est l'état de la partie opérative et de la matière d'œuvre, plus des consignes opérateurs ou bien autres systèmes. On va les acquérir à travers des capteurs, des boutons ou bien claviers. Après, on passe à l'étape de traitement, soit en utilisant des automates programmables, des ordinateurs, des microcontrôleurs, des logiciels, etc. Et après, ça sera la sortie de la chaîne de traitement, c'est communiquer à travers des liaisons câblées, des écrans, des voyants. Et la sortie, c'est bien un compte rendu opérateur ou autre système et des ordres vers la chaîne d'énergie. On appelle l'acquisition, le traitement et communication une chaîne d'information. Donc, exemple, on a dit le cerveau, un objet. Voici la position de l'objet et la position de la main qui est en train, par exemple, de toucher l'objet. Le concept, les entrées par rapport à la sortie. Nous avons soit détection de lumière, détection des sons, détection de certains produits chimiques, soit à partir du nez ou bien de la bouche, et ou bien détection de la pression et température. Donc, nous avons la référence et par rapport à la perspective au microcontrôleur, bien sûr. Ici, par exemple, nous avons l'entrée, c'est un signal ou bien une information. Et la sortie, c'est un autre signal. D'accord? Donc, toujours les systèmes qui utilisent les calculs physiques, ils ont la même forme pour le signal de sortie. L'entrée, c'est un signal information appliqué à l'entrée d'un système. Exemple, des boutons poussoirs, des boutons de fin de course, des capteurs de température, etc. Pour la sortie, c'est le signal produit à la sortie du système. Exemple, des LED, des moteurs à courant continu, servomoteur, un buffer piezo, des relais, des LED RGB ou bien rouge, green, bleu ou là rouge, vert et bleu. Maintenant, on va voir les transducteurs. Les transducteurs permettent de changer une énergie en une autre forme d'énergie. Parmi les transducteurs, nous avons les capteurs, exemple un microphone, les actionneurs, exemple un moteur, ou bien autre, une lampe. Maintenant, si on va définir c'est quoi les actionneurs, un actionneur c'est un exemple particulier de transducteur. Souvent, il traduit un signal électrique en une variation d'un phénomène naturel.
Voici un exemple d'actionneur, des moteurs électriques, soit à courant continu ou bien à courant alternatif, des relais, des électrovannes, etc. Maintenant, pour les capteurs, un capteur, c'est un équipement permettant de traduire les variations d'un phénomène naturel en un signal souvent électrique. Exemple, des boutons poussoirs, des capteurs de température, des photorésistances, et on voit sur cette figure un exemple de capteur, le thermomètre. Pour les actionneurs exécutent les actions, exemple déplacement, émission de chaleur, de lumière, du son, etc. Lorsque l'ordre leur en est donné par la partie commande. Voici un exemple d'un moteur réducteur, ventilateur, des afficheurs LED et LCD, des voyants, buzzers et vérins électriques. Maintenant, on passe aux circuits spécialisés, aux applications pour les circuits intégrés. Donc, on a les circuits spécialisés sont des circuits spécialisés dès leur conception pour une application donnée. Exemple, DSP, c'est Digital Signal Processing, donc c'est traitement de signal digital. Des coprocesseurs arithmétiques, des processeurs 3 dimensions, des contrôleurs de bus. Quels sont leurs avantages? C'est bien qu'ils sont très rapides, une consommation moindre, optimisée pour une application. Mais l'inconvénient, c'est bien une faible modularité, possibilité d'évolution limitée et leur coût. Donc, nous avons les systèmes en logique programmée ou bien en logique programmable, sont connus sous la désignation de PLD, Programmable Logic Device, circuit logique programmable. Nous avons l'FPGA, Filed Programmable Gate Array, réseau de portes programmable in situ. Le PAL, c'est Programmable Area Logic, réseau logique programmable. Donc, on a un circuit logique programmable ou bien réseau logique programmable. C'est un circuit intégré logique qui peut être reprogrammé après sa fabrication. Il est composé de nombreuses cellules logiques élémentaires pouvant être librement assemblées. Leur avantage, c'est bien une forte modularité plus la rapidité, mais l'inconvénient, c'est la mise en œuvre plus complexe. Le coût de développement, il est élevé. Maintenant, on va voir les systèmes microprogrammés. Alors, les microcontrôleurs sont typiquement des systèmes microprogrammés. Voici un exemple d'un microcontrôleur microchip, le PIC16F690 en boîtier DIL20. Un microcontrôleur, c'est un circuit intégré comprenant essentiellement un microprocesseur, ses mémoires et des éléments personnalisés selon l'application. Donc ça, c'est d'après l'arrêté français du 14 septembre 1990 relatif à la terminologie des composants électroniques. Donc un microcontrôleur contient un microprocesseur. L'avantage, c'est bien la mise en œuvre, elle est simple. Le coût de développement, il est réduit. L'inconvénient, s'ils sont plus longs et utilisation sous-optimale. Maintenant, si on va comparer les microprocesseurs par rapport aux microcontrôleurs, nous avons pour les microprocesseurs CPU et stand-alone, donc une RAM, donc une mémoire à lecture et écriture et une mémoire à lecture seule, des entrées-sorties, les timers sont séparés. Sachant que pour le microcontrôleur, nous avons CPU, la ROM, les entrées-sorties et le timer sont insérés dans un seul composant. Les microprocesseurs peuvent décider sur leur type de mémoire. La RAM, ROM et entrée-sortie sont chers,
variables, عندهم plusieurs propositions, une consommation d'énergie pour le traitement et une consommation d'énergie pour la phase d'analyse. Donc, typiquement, sont de 32 jusqu'à 64 bits. D'accord? Mais pour les microcontrôleurs, nous avons des applications dans la consommation d'énergie, elle est faible. Donc, la proposition des contrôles, elle est orientée. Consommation d'énergie faible, opération bit level, typiquement de 8 à 16 bits. Voici quelques microcontrôleurs. Donc, on a le 8051. Ce sont des microchips technologie PIC. On a l'ATML AVR. On a le Texas Instruments, le MSP 430 sur 16 bits. Pourquoi les microcontrôleurs? Maintenant, on va voir la différence entre une entrée digitale et une entrée analogique. Donc, nous avons un programme va être passé à travers une mémoire, après une unité de traitement principale, plus l'entrée kiff-kiff, c'est l'horloge. On a comme entrée aussi des switches, du keypad, température, des détecteurs de température. La sortie, ça sera une lampe LED ou la beeper ou là un relais, d'accord? Maintenant, voici un exemple des microcontrôleurs Arduino. Nous avons des références analogiques AREF, une masse de connecteurs numériques, la masse, 13 entrées sorties numériques numérotées, 1 jusqu'à 13, description de la carte, port série entrée-sortie, le RX, TX supprime une entrée numérique, c'est utilisé, une LED verte témoin d'alimentation, des boutons de réinitialisation, ou bien on appelle ça un bouton reset, des connecteurs pour le téléchargement du système d'exploitation du microcontrôleur, le microcontrôleur, un trou de fixation par vis, donc il est fixé sur un support non conducteur. Nous avons aussi 6 entrées analogiques numérotées de 0 à 5, fournissant une variation de 0 jusqu'à 1023. On a la masse, on a 2 connecteurs plus la masse. Donc, on dit par exemple 5 volts, 9 volts. La source de 9 volts, faible puissance pour alimenter démontage des verres. 5 volts, source 5 volts, faible puissance pour alimenter des montages des verres comme des capteurs qui varient de 0 à 5 volts par exemple. Nous avons ici les 3 connecteurs numériques pouvant également être utilisés en générateur d'impulsion. Par exemple, la sortie analogique avec montage spécifique. On a 2 LED jaunes ou bien vertes actives lors d'un téléchargement de programme. Nous avons aussi connecteur d'alimentation de l'Arduino, ses besoins qui ont la variation TO de 9 volts à 12 volts. Un connecteur de 2,1 mm plus, avec le plus centre courant continu. Nous avons aussi 3 broches avec un cavalier de sélection d'alimentation. Cavalier sur les 2 broches du haut, alimentation par le port USB comme sur cette photo. Nous avons des cavaliers sur les 2 broches du bas, c'est alimentation par connecteur ci-dessous. Et on trouve aussi le port USB pour le transport des données et pour l'alimentation électrique, sans oublier le trou de fixation par vis fixé sur un support non conducteur, LED jaune de test. Voici les entrées-sorties d'un modèle qui s'appelle le ATmega 328 Internal Architecture.
Voici les caractéristiques de ce microprocesseur. Maintenant, on va voir l'Arduino du Milanov. Donc, on appelle ça une pin 13 LED, un connecteur USB, barrel jack, power ground holder, donc qui m'a de 9,5 volts ou la masse, des entrées analogiques. Ça, c'est le microcontrôleur, le ATmega 328 MCU, un bouton reset, des entrées ou des pins digitales. Voici un autre modèle d'Arduino, c'est le Arduino Uno R3. Donc ça, il est utilisé pour des communications USB série. Ça, c'est l'Arduino Duo. Donc, on a 32 bits, on a 84 MHz de fréquence. Pour l'Arduino Duo Milanov, quelles sont ses caractéristiques? Donc, on a le voltage 5 volts. L'entrée de voltage, elle est de 7 à 12 volts. L'entrée voltage limité 6 à 20. Des pins d'entrée-sortie digitale de 14. Des pins d'entrée analogique 6. Le courant utilisé pour une alimentation DC 40 mA pour entrée-sortie, mais pour le pin 3,3 volts, c'est 50 mA. Une mémoire flash de 16 KB ou bien 32 KB, donc pour le modèle ATmega 168, 32 KB pour le modèle ATmega 328 et 2 KB par le bootloader. Le SRAM ou bien la RAM statique, c'est 1 KB pour le modèle ATmega 168, 2 KB pour le modèle ATmega 328 et l'EPROM 512 bytes pour le modèle ATmega 168 et 1 KB pour le modèle ATmega 328 et l'horloge, la vitesse de l'horloge est de 16 MHz. Donc, voici un adaptateur source secteur de 9 à 12 volts. On a deux connecteurs de 2,1 mm avec le plus au centre courant continu. Là, il est alimenté avec une pile 9 volts et un connecteur. C'est une solution très pratique et sûre pour éviter tout problème avec le port USB de son ordinateur. Ou ne pas oublier de déplacer le cavalier du côté de l'alimentation comme indiqué en page. Voici d'autres équipements supplémentaires utilisés avec l'Arduino. Par exemple, pour Arduino Uno ou bien le du Milanov, un câble USB, le A-B-, une plaque DC, un lot de fils pour brancher le tout. Pour un Arduino basique, donc on a pour les capteurs et les actionneurs, donc on dit jumper wire, des LED, des résistances de 330 ohms, des résistances de 10 kg, diode, potentiomètre, un photorésistor, piezoélément, un détecteur de température, transistor, un bouton poussoir, un moteur DC. Exemple entrée-sortie pour Arduino, nous avons l'interrupteur. L'interrupteur ouvre ou ferme un circuit et il y a toutes sortes d'interrupteurs. Sur l'Arduino, utiliser un interrupteur pour déclencher un événement nécessite utiliser un composant supplémentaire, exemple une résistance de 10 kΩ,
بعد كتشوفوها dans un montage électronique. Nous avons aussi besoin de cellules photoélectriques, le LDR. La cellule photoélectrique LDR, c'est une résistance variable en fonction de la luminosité qu'elle reçoit. Sa résistance diminue quand elle reçoit de la lumière. On se sert donc de capteurs de luminosité non polarisés pour lire sa valeur avec une Arduino. Il faut également l'associer avec une résistance équivalente à sa résistance maxi. Donc, on va voir dans un montage. Et on a le piezo, c'est le transducteur piézoélectrique. C'est un composant réversible. Il peut aussi bien être utilisé en capteur de choc ou bien de vibration, qu'en actionneur pouvant émettre des sons stridents parfois modulables. Nous avons aussi un exemple de servomoteur. Le servomoteur, c'est un moteur rotatif qui peut effectuer des rotations très précises dans une portion de tour seulement et en un certain nombre de pas, de micro-déplacements. Il y a toutes sortes de servomoteurs. Un des avantages des servomoteurs, c'est sa possibilité de maintenir avec force une position donnée. On peut piloter des rotations avec l'Arduino, quelquefois directement avec la carte si le moteur n'est pas trop puissant. Sinon, on passe par un montage associé. Le potentiomètre rotatif comme ici, ou à glissière, est une résistance variable. Entre les extrémités, il y a la résistance maximale. La patte centrale, c'est le curseur. Donc, c'est la résistance entre cette patte centrale et une extrémité que peut l'on faire varier en tournant le bouton. Le potentiomètre est donc un capteur. Il se branche sur les entrées analogiques de l'Arduino. De très nombreux capteurs sont basés sur le principe de résistance variable en se câblant presque de la même façon. La cellule photoélectrique, le capteur de pression et le fil résistif, etc. Nous avons aussi le relais. Le relais, c'est un composant à 4 broches minimum. C'est un interrupteur qu'on peut commander en envoyant un petit courant. Au repos, il est normalement fermé ou normalement ouvert. Selon le modèle, on peut s'en servir avec l'Arduino pour commander des machines en haute tension, par exemple 230 volts, ou pour déclencher toute machine ou bien lumière. Donc, savoir reconnaître quelques composants électroniques, savoir reconnaître leurs symboles, connaître leur usage, vous permettra de concevoir vos propres expériences et de progresser à partir de données trouvées sur le web. Vous saurez ainsi fabriquer quelques capteurs et actionner quelques matériels. Nous avons la résistance. La résistance se pose au passage du courant proportionnellement à sa résistance exprimée en ohms. Un code de couleur ci-dessous permet de reconnaître cette valeur. Donc, voici le symbole européen, le code de couleur des résistances. Nous avons le premier chiffre, deuxième chiffre, le multiplicateur et on termine avec la tolérance. Donc, pour la couleur noire, c'est le chiffre 0 multiplicateur 1, la précision 20%. Marron, c'est 1, 10. Rouge, 200. Marron clair, c'est 3 et 10 à la puissance 3. Jaune, c'est 4. Le vert, c'est 5. Bleu, c'est 6. Le mauve, c'est 7. Le gris, c'est 8. Le 9, c'est blanc. Le or et l'argent. Plus des condensateurs. Les condensateurs peuvent stocker un peu de courant si on les charge, mais comme un tonneau percé, ils renvoient ce courant instantanément s'ils sont branchés à un organe consommateur de courant. Donc, les condensateurs, ils peuvent être polarisés ou non. Dans des boîtiers très divers, leur valeur s'exprime en farad.
Voici un exemple d'un condensateur non polarisé. Ici, un condensateur polarisé, donc c'est leur symbole, pour la reconnaissance de leur valeur à cause de la diversité des modèles, se reporter aux ressources sur le web. Nous avons aussi le transistor, généralement utilisé comme une sorte de multiplicateur de puissance lorsqu'on lui fait passer un courant faible, mais variable dans un segment de 3 pattes. Elle autorise proportionnellement le passage d'un gros courant dans une autre des 3 pattes. Donc, nous avons le collecteur, la base et l'émetteur pour le transistor NPN et l'émetteur base collecteur pour le transistor PNP. Nous avons aussi la diode. La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. C'est un composant polarisé. On reconnaît toujours son anneau coloré d'un côté du composant correspondant à la cathode. Donc, on a la LED. C'est la diode électroluminescente, émet de la lumière, elle est polarisée. La patte plus est la plus longue, l'autre patte c'est la patte moins. Les broches numériques de l'Arduino, lorsqu'elles sont configurées en sortie et qu'elles sont à l'état 1, OO, high, fournissent une tension de 5 volts supérieure à ce qu'on peut accepter une LED courante, sauf certains LED. Donc, nous avons que les LED doivent être couplés en série avec une résistance. La broche numérique 13 de l'Arduino est déjà câblée en série avec une résistance de valeur moyenne. Donc, pour une LED 1 kΩ, on peut donc, dans la plupart des cas, directement lui brancher une LED comme sur la photo ci-dessus, le moins sur la masse nommée GND comme ground et le plus sur la broche 13. Il ne reste plus qu'à déclarer dans le programme que la broche 13 est configurée en sortie. Et le tour est joué pour faire quelques IC. Donc, si on a des LED particulières ou si on est sur un autre port, on calcule et on rajoute une résistance. Donc, voici un tableau de puissance des LED, donc rouge, jaune, vert et bleu. La tension de seuil ici de 1,6 volts à 2 volts, 1,8 volts à 2 volts, 1,8 à 2, 2,7 à 3, 2 pour le blanc. C'est 3,5 à 3,9. Voici un montage d'un capteur résistif avec l'Arduino. Donc, nous avons des cellules photoélectriques. Pour l'entrée, nous avons 5 volts, le signal et la masse. Donc, ça, c'est un schéma électronique. D'accord? Le montage d'un capteur résistif type cellule photoélectrique, capteur de pression, capteur de flexion, etc. La résistance additionnelle doit être au moins équivalente à la plus forte valeur de résistance du capteur. On va s'arrêter ici pour cette vidéo et on termine la prochaine séance, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre suivi. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.